Bonjour à tous et à tous. Déjà une très bonne année 2023. Je vais tout de suite recommencer la lecture du roi Arthur. Et puis comme l'a suggéré quelqu'un en commentaire, à la fin de la lecture, je vous ferai un résumé complet du livre. Comme ça, vous aurez tout en un. Donc, on part tout de suite pour le deuxième chapitre qui s'appelle « Fils de personne ». Quand je te regarde, il me semble revoir l'enfant que j'ai été, rêveur aventureux. Il faut que je fasse un effort pour me rappeler le château où j'ai grandi, le lit où j'ai dormi, la table où j'ai mangé. Mais je revois clairement par la pensée les forêts sauvages du pays de Galles et les montagnes balayées par les vents où j'ai passé mes jeunes années. Des années insouciantes en vérité. J'avais une mère comme meilleure amie et un père comme compagnon de tout instant. Et comme professeur, c'est lui qui m'a appris à chasser, à marcher sans bruit, à tuer proprement. C'est lui qui me montra comment tenir un faucon, comment maîtriser un renard, comment tirer à l'arc sans trembler et comment manier l'épée et la lance comme un chevalier doit savoir le faire. Mais c'est ma mère qui m'enseigna les choses importantes. Par elle, j'appris ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Des leçons que je continue à apprendre, mon ami. Ma vie entière, je n'ai jamais aimé plus personne de plus que ma mère. Et je ne crois jamais avoir détesté personne plus que mon frère aîné, Kyle. Kyle avait 6 ans de plus que moi et il fut le fléau de ma jeunesse. Il s'enseignait toujours à me faire endosser la responsabilité de ses propres méfaits en essayant de monter père contre moi et en y parvenant souvent. Je me retrouvais confinée dans ma chambre ou fouettée pour une faute que je n'avais pas commise et je revois la lueur sarcastique et triomphante qui brillait alors dans les yeux de mon frère. Mais avec ma mère, il ne réussissait jamais à me faire accuser. Jamais elle n'accepta d'écouter un seul mot contre moi, que ce fût de Kyle ou de père. Elle fut mon allié constant, mon roc, mais elle mourut. Elle mourut alors que je venais d'atteindre mes 12 ans. Quand elle fut couchée sur son lit de mort, les yeux ouverts mais aveugles, je tendis la main pour caresser une dernière fois sa joue. Kyle m'empoigna par le bras et me tira brutalement en arrière. Ne t'avise pas de la toucher, grinça-t-il des yeux étincelants. C'est ma mère, pas la tienne. Toi, tu n'as pas de mère. Je me tournai vers père et à son battement de paupières, je compris que Kyle disait la vérité. Kyle, dit-il en secouant tristement la tête, comment peux-tu dire une chose pareille en ce moment, alors que le froid de la mort n'a pas encore envahi ta mère? Ce que je te l'ai révélé, je te l'ai confié sous le sceau du secret. Comment peux-tu être aussi cruel, toi, mon propre fils? Et moi, dis-je, je ne suis pas votre propre fils, elle n'était pas ma mère, ni l'un ni l'autre, répondit père, et il détourna les yeux. J'aurais dû te l'expliquer plus tôt, mais je n'y ai jamais pu m'y résoudre. Mais alors, m'écriai-je, si je ne suis pas votre fils et je ne suis pas le sien, de qui suis-je le fils? Je ne peux être le fils de personne. Il me prit par les épaules. Brusquement, il avait l'air d'un vieillard. Mon garçon, dit-il, je ne peux pas te le dire qui tu es. Tout ce que je sais, c'est que Merlin t'a apporté ici alors que tu n'étais qu'un nouveau-né. C'est Merlin qui m'a fait promettre de te garder, de te protéger et de t'élever comme mon propre fils. Et je l'ai fait de mon mieux. S'il m'est pas arrivé d'être sévère avec toi, c'est parce que j'avais toujours cette promesse à tenir. Merlin, me demandai-je, qui est ce Merlin? Cette question fit ricaner Kyle. Tu ne fais donc rien d'autre que de rêvasser. Tout le monde sait qui est Merlin. C'est le créateur de l'ancienne magie druidique. Un enchanteur, un devin, il connaît tout, le passé comme l'avenir. Pourquoi il s'est occupé de toi? Je n'arrive pas à comprendre. Je me tournai vers père. C'est vrai tout ça, j'ai été apporté ici par Merlin. Ma mère n'est pas ma mère et vous n'êtes pas mon père. Il hocha la tête et je compris que le chagrin qui crispait son visage était le reflet du mien. Mais il fallut que Kyle jette encore un peu de sel sur la plaie. C'est tout vu, claironna-t-il. Tu es un bâtard, un enfant trouvé. Tu peux nous être reconnaissant de t'avoir recueilli chez nous. Mon sang ne fit qu'un tour. J'avais beau être petit, je l'assommais d'un coup de poing. Et j'aurais continué à le frapper si père ne m'avait pas retenu. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, Arthur, dit-il. Il me tenait toujours par le bras, mais je me libérais d'une secousse et m'enfuis dans la forêt, où j'errais durant des jours et des jours comme un animal blessé, rendu fou par la douleur. Je finis par aboutir dans un vallon ignoré, tapissé de jacinthes des bois, au milieu duquel un ruisseau paisible murmurait sur un lit de cailloux. Mourant de faim et de soif, je me jetai à plat ventre et bus tout mon content. En ayant
buvant, je réfléchis. J'avais entendu parler de vieillards qui, n'ayant plus le courage de continuer à vivre, cherchaient un endroit dérobé comme celui-là et s'y couchaient pour mourir, pour être dévorés par les loups et dépecés par les corbeaux. Là, sur la perche, au milieu des jacinthes, je décidai de m'étendre et de ne plus me relever. Je fermai les yeux et sombrai dans le sommeil de la mort. Je n'avais pas peur, j'allais rejoindre ma mère et laisser derrière moi toute la misère de ce monde. Du plus profond de mes rêves tourmentés, j'entendis approcher un animal qui se frayait un chemin parmi les jacinthes et pataugeait dans le ruisseau. Un souffle chaud balaya mon visage et je compris que ce n'était plus un rêve. Me raidissant dans l'attente des lacérations et des déchirements que je savais devoir endurer avant de passer de vie à trépas, j'ouvris les yeux, curieux de voir le loup qui allait m'achever. Il se tenait au-dessus de moi, la langue pendante, les yeux gris clignotant paresseusement. Ce n'était pas un loup, mais un déron. À ce moment-là, une voix l'appela. Un vieil homme en haillons qui avait l'air d'un mendiant traversant le ruisseau à grès, pieds nus sur les cailloux et appuyé sur son bâton pour ne pas glisser. Tout faible que j'étais, je m'efforçais de repousser le chien. « Vous êtes une odeur inconnue, m'expliqua le mendiant. N'ayez pas peur, Bresse ne vous fera aucun mal. Vous n'auriez pas un petit quelque chose à donner à un pauvre mendiant, me demanda-t-il, mais je secouai la tête car je n'avais rien. Et il continua. Alors donnez-moi un peu de votre temps. Le temps ne coûte rien et un jeune homme comme vous en possède d'abondantes réserves. Vous avez une longue vie devant vous, plus longue que vous ne le pensez, même plus longue que vous ne le souhaiteriez. Depuis que le suzerain Uther est mort, je sillonne ce pays de bout en bout et je ne vois que ruines et désolation. Partout, j'y trouve la famine et la cupidité marchande, la main dans la main et prospérant. Je vois un royaume divisé, affaibli. Je vois des seigneurs et des rois se chamailler comme des moineaux. Et pendant qu'ils se querellent, les Pictes et les Écossais descendent du nord en pillant et en brûlant tous sur leur passage, tandis que les Irlandais et ces maudits Saxons font franchir les mers à des hordes contre lesquelles nous sommes désarmés. Ils prennent nos villes, nos villages, nos fermes, ils incendient nos églises, ils asservissent les nôtres, et nous ne pouvons rien faire parce que tout courage nous a abandonnés. Nous sommes un peuple totalement dépourvu d'espérance. Vous voyez ce vallon de jacinthe, tout a commencé il y a 1000 ans, peut-être 2000 ans, par une jacinthe qui a fleuri vigoureuse et fière. Ensuite, une par une, les autres sont sorties de terre autour d'elle, et un fouillis de broussailles et de ronces s'est transformé en ce paradis terrestre. En grandissant, vous pourrez devenir exactement comme cette fleur, et alors d'autres vous suivront. Il suffit d'une, ne pensez plus à la mort, jeune homme. Ouvrez les yeux et admirez ce qu'une fleur peut faire. À ce moment-là, vous saurez ce qu'un homme peut faire. Toute la Bretagne pourrait devenir aussi belle que ce bois. Vous êtes la première jacinthe, celle par qui tout commence. Il me suffit de regarder dans les yeux d'un homme pour voir son âme, et je vois dans la vôtre la graine de la grandeur. Laissez-la germer. » Nous bavardîmes encore un moment, puis il appuya sa tête contre un arbre, et nous nous endormîmes. Lorsque je me réveilla, il était parti, et le chien Bresley également. Je commençais par croire que le mendiant avait fait partie de mon rêve, mais ensuite je vis les jacinthes aplaties, là où il s'était assis, ainsi que son bâton, oublié contre le tronc d'un frêne. Je me levai aussitôt, le bâton dans la main, et l'appelai, mais seul le ricanement moqueur d'un jet me répondit. Je restai encore quelques jours dans le mystérieux vallon jacinthe en espérant que le mendiant et son chien allaient revenir, mais ils ne revinrent pas. Je me nourrissais de truites brunes qui se blottissaient dans les recoins ombreux du ruisseau en s'offrant à mon appétit. Et je m'en gavais, je retrouvai mes forces, je repris courage, je quittai la forêt et rentrai chez moi. J'étais partie depuis un mois, peut-être davantage, et on me croirait mort. Père me serra dans ses bras en pleurant. « Ne pense jamais que tu n'es pas mon fils, me dit-il. Caïn, je l'ai engrangé, je l'ai aimé comme un homme a le devoir d'aimer sa progéniture. Mais toi, j'ai choisi de t'aimer. Je vous aime l'un et l'autre, non seulement comme un père, mais aussi comme un ami. » Mais pendant qu'il m'étreignait, je vis briller dans les yeux de Kyle la lueur glacée de la jalousie, et je compris que mon frère n'était pas mon ami et ne le serait jamais. Les années passèrent, et je gardais toujours en mémoire ma rencontre avec le mendiant au milieu des jacinthes. J'avais également conservé son bâton.
Autour de moi, on parlait de plus en plus des Saxons pillards qui chassaient nos braves paysans de chez eux, et on disait qu'aucun roi n'était assez fort pour leur tenir tête. Ceux qu'ils ne tuaient pas les traquaient en les refoulant dans les vallées et les forêts du pays de Galles. Ces pauvres gens s'enfuyaient sans rien emporter d'autre que leurs vêtements qu'ils avaient sur le dos. Ils n'avaient aucun endroit où s'abriter et rien à manger. Nous les aidions de notre mieux, mais ce n'était jamais suffisant. J'entendais des récits d'incendies, de massacres et d'abominables cruautés. Seul le sud de la Bretagne et le pays de Galles étaient encore à l'abri des envahisseurs. Mais pour combien de temps ? En ce qui me concerne, l'entraînement au combat devint une priorité. À l'épée, à la lance, j'affrontais chaque jour Perle et Kyle et tous ceux qui pouvaient m'en apprendre davantage. Au cours de ces simulacres de combat, Kyle cherchait souvent à m'agacer. J'observais que c'était toujours en l'absence de père, en me traitant de bâtard de frère. Mais j'ai écarté ces sarcasmes avec un sourire, comme on détourne un coup d'épée avec un bouclier. Un jour d'hiver, alors que j'avais 15 années, un messager parvint au château nous informant que son Excellence l'archevêque de Bretagne convoquait à Londres tous les chevaliers du royaume afin de décider une fois pour toutes qui deviendrait enfin le suzerain de toute la Bretagne et prendrait le commandement de la lutte contre les Saxons. Père était convaincu que pour nous tous, c'était le dernier espoir qui restait et que quelque longue et dangereuse fût le voyage, nous devions nous y rendre. On avait besoin de nous. Et tu viendras avec nous, Arthur, décréta Père. Bien que tu ne sois pas encore chevalier, j'aimerais que tu nous accompagnes. Dans ce cas, il pourra nous suivre comme valet, ironisa Kyle. N'est-ce pas, Père? Tu n'apprends donc jamais à tenir ta langue de vipère, dit Père. Il fait vraiment que tu me fasses honte à chaque fois que tu ouvres la bouche. Non, Arthur, ce n'est pas comme valet que tu viendras, mais en tant qu'écuyer. Ce sera la première fois que tu quitteras le pays de Galles et que tu verras Londres. Nous nous rendîmes donc tous les trois à Londres, la semaine qui précédait Noël, et nous louâmes un logement à proximité de la grande église habitale. Je voyais Pepper, toujours parti discuter avec l'archevêque et les autres rois, les chevaliers et les seigneurs. Pendant la journée, Kyle m'accablait de tellement de travail à panser les chevaux, à astiquer les armures, que je n'avais même pas le temps de visiter la ville. Kyle n'avait pas changé d'avis. Pour lui, je n'étais pas un écuyer, mais le plus humble des serviteurs. Il se moquait de moi devant tous ses amis. Quand je n'étais pas son bâtard de frère, j'étais son bâtard de valet. Père étant rarement avec nous, sa méchanceté n'avait pas de limite. Chaque soir, en revenant du logis, Père racontait la même histoire. On ne parvenait pas à un accord. Chaque roi, chaque seigneur, chaque chevalier avait sa propre coterie, et des vieilles rancunes ne laissaient aucune place à l'harmonie. Ils se disputaient comme des chats sauvages. C'était sans espoir, disait Père. Le jour de Noël arriva, et avec lui un froid glacial. Les cloches de l'hôpital sonnèrent sur la ville pour nous appeler à la messe. Là, dans le cadre de la baie, nous nous prosternâmes et nous priâmes ensemble le Seigneur de nous délivrer des Saxons. L'archevêque l'implora en notre nom à tous. Jésus, Fils de Dieu, défends-nous et protège-nous. Nous te demandons instantanément de te subsister à nous et de nous désigner un chef, un homme qui nous unira et qui nous donnera la force de lutter. Accorde-nous, Seigneur, la foi de reprendre espoir. Envoie-nous ainsi, aide-nous, doux Jésus. Les chœurs et les amens à l'unisson se répercutèrent dans toute la baie. Je regardais les têtes inclinées autour de moi et songeais aux jacinthes et dans le vallon secret de la forêt lointaine du pays de Galles, et aux mendiants dont je n'avais toujours gardé le bâton près de moi. Je l'avais actuellement. En sortant de la baie, à la fin de la messe, je vis une foule nombreuse s'assembler à l'extrémité du cimetière sous un grand if. Cela m'intrigua et je me dirigeai vers. Lorsque Kyle et quelques-uns de ses amis me dépassèrent en courant et me bousculèrent au point de me faire tomber à quatre pattes. « Debout, mon bâtard de frère !» me cria Karl. « Rentre immédiatement au logis, prépare mes armes et mon cheval. C'est le rôle d'un valet. Amène-les-moi au terrain de tournoi à 3 heures et tâche de ne pas être en retard. » Après quoi il disparut dans la foule avec ses compères hilars.
Je tournai le dos à la baie et affrontai le charivari des rues de la ville. Tout le monde apparemment se dirigeait vers le cimetière de la baie, et j'avais tout d'une truite nageant à contre-courant. En regagnant notre logement dans la cohue de ce jour de Noël, je fus saisie de nostalgie en pensant aux forêts désertes du pays de Galles, à la paix et au silence, aux alouettes et aux jacinthes. Dans ma chambre, je m'allongeais sur mon lit et m'imaginais que j'étais de retour là-bas, et que le mendiant était près de moi avec Bress, son grand chien baveux, et que le ruisseau d'argent murmurait doucement sur les cailloux. Je sombrais dans un profond sommeil. Les cloches de la baie me réveillèrent en sonnant 3 coups. 3 heures, c'est toujours la même histoire quand on est vraiment pressé. Les chevaux ne font jamais ce qu'on attend d'eux. Pendant que je les scellais, ils n'arrêtaient pas de bouger, de m'écraser les pieds, de se gonfler pour m'empêcher de serrer leur sous-ventrière. J'attachai l'armure de Kyle sur son cheval, j'enfourchai le mien et partis. Plus d'une fois, le cheval de Kyle se libéra de la longe avec laquelle je le conduisais. Et plus d'une fois, son armure se détacha, m'obligeant à m'arrêter pour récupérer tous les morceaux. Je mis les chevaux au galop dans les rues maintenant désertes, et nous marchâmes sur le pont dans un grand claquement de sabots. J'entendis devant moi les clameurs de la foule. Le tournoi était commencé. Kyle m'attendait à l'entrée au milieu de ses amis, le visage congestionné de fureur. « D'où sors-tu » rugit-il. « Désolé, répondis-je, je m'étais endormi. »« Endormi ? Tu es en retard, bougre d'idiot, tu n'es bon à rien, même comme valet, tu n'es qu'un misérable bâtard. » Là-dessus, il commença à s'armer, aidé de ses amis, qui bouclaient ses courtois de son armure, pendant qu'il continuait à m'injurier. Soudain, il s'immobilisa et regarda fébrilement autour de lui. « Mon épée » s'écria-t-il. « Où est mon épée, pour l'amour du ciel ?» J'avais oublié, dans la précipitation, j'avais négligé l'épée, je dus l'avouer. « Eh bien, tu as intérêt à filer la chercher, » hurla Karl. Il asséna une claque si violente sur la croupe de mon cheval que celui-ci se crabra et faillit me désarçonner. Je partis ventre à terre, poursuivi par leur rire moqueur, mais petit à petit, je finis par me calmer et décider de prendre mon temps. En passant devant la baie, j'entendis un oiseau chanter à plein gosier. Il devait s'agir d'un rouge-gorge, mais je ne le voyais nulle part. En jetant un coup d'œil dans le cimetière, j'aperçus quelque chose qui n'était pas là avant, ou que je n'avais pas encore remarqué. L'if abritait un gros bloc de granit. Soudain, un rayon de soleil se faufila entre les nuages et la pierre scintilla comme l'acier bruni. Elle brillait tellement que son éclat me fit mal aux yeux. Bizarre, me dis-je, et je descendis de cheval. Je commençai par attribuer ce miroitement aux gifs qui la recouvraient, mais je constatai bientôt que ce n'était pas la pierre elle-même qui brillait. C'était une épée qui, aussi incongrue que cela puisse paraître, était plantée dans le granit. Et là, je découvris enfin le rouge-gorge que je n'avais pas cessé de chercher. Perché sur le pommeau de l'épée, il chantait à cœur joie. Lorsque je m'approchai, il ne bougea pas, et j'observais attentivement. Maintenant, j'étais si près de lui que j'aurais pu le toucher en allongeant le bras. Mais quand je m'y risquai, il se réfugia dans le grand if, et ma main retomba sur le pommeau, sur la poignée de l'épée. À ce moment-là seulement, je songeai à Kyle et à l'épée que j'avais oubliée chez nous. Pourquoi pas, me dis-je. Kyle ne s'apercevrait de rien, cette épée ressemble beaucoup à la sienne et m'épargnerait le trajet jusqu'à notre logis. J'allais emprunter cette arme et la remettrai en place après le tournoi. Je jetai un regard circulaire pour m'assurer qu'il n'y ait personne dans les parages. Le cimetière était désert. Je me levai les yeux vers le rouge-gorge. « Garde ça pour toi, » lui dis-je. Je saisis la poignée et tirai. L'épée sortit facilement de la pierre, beaucoup plus facilement que je m'y attendais. C'était une belle arme, lourde mais équilibrée. Elle s'ajustait à ma main comme si elle avait été faite pour moi. L'épée au poing, je fis mes adieux au rouge-gorge et m'en allai. En arrivant pour la seconde fois au lieu du tournoi, je m'aperçus Kyle et ses amis qui m'attendaient, et je me raidis dans l'attente de leur sarcasme. Lorsque je tendis l'épée à Kyle, il me l'arracha des mains sans même la regarder. « Pas trop tôt » bougonna-t-il. Il me tourna le dos et partit à grands pas vers le champ clos. J'attachai mon cheval et le suivis à distance. C'était la première
le premier tournoi auquel j'assistais. Le spectacle me plongea dans une abîme de stupeur et d'émerveillement. Partout flottaient des bannières multicolores, des lions, des licornes, des lys, des châteaux claqués au vent, à qui mieux une multitude de tentes passaient blancs sous or gris. Il y avait des dames, beaucoup de dames. Et quelles dames! Chacune me semblait être une princesse, et je me promenais parmi elles, le cœur battant d'excitation. Elles me regardaient comme si je n'existais pas, mais peu m'importe. Je dévorais des yeux leurs cous, leurs robes chatoyantes, leurs bijoux scintillants. J'en tombais aussitôt éperdument amoureux. Les clameurs de la foule m'attirèrent vers le tournoi proprement dit. Pendant quelque temps, je restais à l'écart et observais. Une quinzaine de chevaliers s'affrontaient en se livrant des simulacres de combat et en frappant furieusement des stocks et de tailles, encouragés par les crugeurs de la populace. Chaque fois qu'un chevalier quittait le champ clos, blessé et clapotant, et soudain, je vis emmener Kyle jurant comme possédé, son bouclier à 2 morceaux et les doigts ruisselants de sang. Je trouvais assis par terre, crachant le sang d'une lèvre fendue. Père était près de lui. « Ce n'est rien, était-il en train de dire. Kyle jeta rageusement l'épée. « Saleté d'épée, bougonna-t-il, pas plus tranchante qu'un bâton. Je parie que tu ne l'avais pas affûté, hein ?» Je ne répondis pas. Père avait ramassé l'arme et je l'examinais. « Cette épée, Kyle, dit-il, c'est celle qui était plantée dans la pierre du cimetière de la baie ?»« J'en suis certain. » Il y eut un brusque silence et les gens commencèrent à s'assembler autour de nous. Kyle se mit debout et il me regarda, les traits crispés par la perplexité, et soudain un sourire éclata sur son visage. « Bien sûr, père, répondit-il, je voulais vous en faire la surprise. C'est tout. Ce matin, je n'ai pas réussi à l'arracher de je sais pourquoi. Je n'arrivais pas à surprise. Alors, j'y suis retournée là-bas plus tard, tout seul, et j'ai fait un nouvel essai. Elle est sortie sans la moindre difficulté. Père l'observait attentivement. « C'est toi qui as retiré l'épée de la pierre ?» « Et alors, rétorqua Kyle vexé, pourquoi ne serait-ce pas moi? Je ne suis pas suffisamment méritant? » Quant à moi, je restais bouche cousue. Je ne comprenais pas à quoi tout cela rimait, ni pourquoi Kyle prétendait que c'était lui qui avait retiré l'épée plantée dans la pierre. Pourquoi avouer une chose pareille et même s'en vanter? C'est toujours honteux de voler, même voler dans un cimetière. Si Kyle voulait s'en glorifier, libre à lui. Je gardai le silence. « Il n'y a qu'un seul moyen de trancher la question, Kyle, dit Père. Nous allons retourner au cimetière de la baie, remettre l'épée en place et on verra si tu peux la sortir une seconde fois, d'accord ?» Sur le chemin du retour, au-delà du pont, je sentais les yeux de Kyle fixés sur moi. Et Père, lui aussi, n'arrêtait pas de pivoter sur la selle pour me regarder. D'une façon ou d'une autre, il savait déjà que Kyle avait menti et que c'était moi qui avais retiré l'épée de la pierre. Je baissai les yeux pour ne pas croiser son regard accusateur. Comment lui expliquer que j'avais seulement emprunté cette arme et que je l'aurais remise où je l'avais prise? Il ne me croirait pas, personne ne me croirait. Dans le cimetière, nous nous réunîmes en silence autour de la pierre, sous le nuage de buée que nos haleines faisaient flotter dans l'air glacé. Père prit l'épée et l'enfonça profondément dans la pierre. Soudain, un oiseau se mit à chanter au-dessus de ma tête. Je me levai les yeux et c'était de nouveau mon rouge-gorge. Sa petite poitrine écartelante tout gonflée contre le foie. « Eh bien, Kyle, dit Père en reculant, vas-y, sors là. » Kyle s'avança. Je vois bien qu'il aurait préféré se dérober, mais il n'avait pas le choix. Il saisit la poignée à 2 mains, respira profondément et tira de toutes ses forces. L'épée resta plantée dans la pierre. Il s'arc-bouta, le sang aux joues et la secoua, l'agita dans tous les sens. L'épée refusa de bouger. « Ça suffit, Kyle, dit calmement Père. Tu as menti, tu as toujours menti. Tu m'as fait honte une fois de plus, et cette fois-ci en public. Descends de cette pierre. » À ton tour, à toi, Arthur. Tous les autres ont déjà essayé. Je regardais autour de moi. Le cimetière était maintenant plein de gens et tout le monde poussait et jouait des coudes. Voulait voir.
Inutile, cria quelqu'un, ce n'est qu'un gamin. Et un gamin bâtard, par-dessus le marché, lança un autre. Père me prit la main et me fit monter sur la pierre. Vas-y, Arthur, dit-il, ne t'occupe pas d'eux. Le rouge-gorge se mit à chanter au moment où je prenais l'épée en main. Je l'attirai hors de la pierre comme je l'avais fait sans effort, doucement comme un couteau sortant du fromage. Le soleil se réfléchit sur la lame.